précédent. Bonjour, bonsoir. Donc Gilles Urbechtel, médecin généraliste, traitant. Et donc mes camarades ont fait l'essentiel du travail, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi. Serge a parlé des chiffres 2016, vous savez tout sur les chiffres. Et Pierre-Henri a parlé des 3 millions de visites dans un cadre un peu particulier. Donc je vais essayer de vous faire en 3-4 minutes les 23 millions qui restent, qui sont les visites du médecin généraliste traitant, qui ne sont pas les 3 millions dont tu as parlé. Il se trouve que quand je me suis installé, en 83, je le dis pour les nombreux jeunes qui sont là, on avait remarqué avec mes amis un paradoxe, c'est-à-dire que quand le patient ne venait pas au cabinet, il y avait deux situations. Ou bien il était très malade et il allait à l'hôpital, ou bien il n'était pas très malade et c'est le médecin qui venait chez lui. On s'était dit, c'est un peu curieux quand même. Et donc, les chiffres l'ont traduit, et je vous montre ça. C'est l'évolution des chiffres depuis 2001 à 2008. En 2001, on faisait 65 millions de visites. Donc, tu l'as dit, Serge, donc je vais pouvoir aller vite. Mais ce qui était curieux, c'est qu'en France moyenne, on faisait 23%, 33% dans le Nord, 14% en Rhône-Alpes, pour des raisons, pour l'instant, pas très bien expliquées. Et surtout, en Italie, 11%, en Allemagne, 9%, aux Pays-Bas, 9%. Et à l'époque, les comptes rendus disaient « Les disparités régionales ne sont pas systématiquement justifiées par des critères d'ordre médical », ce qui me paraît une analyse de bon sens, quand on voit ces chiffres. Donc les 60 millions de visites sont là, ici, là, les 63 millions de 2001, et le chiffre ici. Et là, le pourcentage par rapport à l'activité globale des généralistes, on était ici autour de 23% ici, et on est ici à 12%. Et puis il y a une flèche ici, parce qu'en 2002, pour diverses raisons, on a signé un accord qui s'appelait, j'ai mis Agbus Visite parce qu'on l'appelle comme ça, mais ça veut dire accord de bon usage des soins. Et bon usage des soins, ça a, à mon avis, un petit peu de sens, parce qu'on est là pour savoir quel est le bon usage de la visite. En 2002, on a signé ce texte avec un engagement de réduction de 5% du nombre des visites, puisque c'était pour chercher les visites médicalement justifiées, et l'engagement qu'on avait assumé de dire on va réduire, si vous augmentez la rémunération, on va réduire le nombre de visites. Techniquement, on a mis une majoration de déplacement à 10 €, grosso modo, je vous fais ça simple. Et puis on a dit cette MD, cette majoration, elle sera autorisée dans certains cas particuliers que vous voyez ici. Et puis on avait ajouté les critères environnementaux dont Pierre-Henri nous a parlé, les plus de 80 ans, la composition de la famille, etc. Et le motif de la MD devait pouvoir être justifié, parce que sinon, ce n'était pas une MD, il fallait faire un DE pour le dépassement. C'est important parce que ça introduit le concept de la visite justifiée par rapport à la visite non justifiée, la visite prise en charge par la collectivité, la visite non prise en charge par la collectivité. Et l'effet a été drastique, puisqu'on est passé à 28 millions. On a réduit, non pas de 5%, mais de 55% le nombre des visites entre 2001 et 2008. Et du coup, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'Agbus qui a fait ça? Alors, si on regarde la courbe un peu plus large, j'ai mis 81-2013, il y a effectivement une descente, là, un peu plus accentuée. Décidément, ça passe trop vite. Il y a une descente un peu accélérée à l'endroit de la flèche rouge, mais on voit que la descente de la visite diminuait déjà largement, et elle a continué à diminuer après. Et d'ailleurs, dans les pays environnants, c'était pareil. La baisse a été constatée aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre, et pourtant il n'y avait pas d'Agbus. Donc il y a d'autres facteurs qui jouaient sur le nombre. Bon, ça je vais aller très vite parce que ça a été déjà fait, on ne va pas recommencer, on est à peu près tous d'accord sur la typologie des visites à domicile. Donc on a traité, Pierre-Henri a traité le cas de l'urgence et de l'aigu. Il nous reste pour nous le chronique qui est le patient typique du médecin traitant, le suivi post-hospitalisation qui est essentiellement lié au médecin traitant, les soins palliatifs dont on assure quand même une grosse partie, et puis l'évaluation qui est nécessaire, polypathologie, isolement, on en a parlé aussi. J'ai rapidement mis là, et c'est emprunté aux Suisses, donc à qui je rends hommage, puisque ce n'est pas mon travail. Les Suisses ont grosso modo listé les éléments comme ça. L'inconvénient de la visite, évidemment, c'est le temps médecin, et on sait que le temps médecin manque considérablement. Le dossier médical et la possibilité d'avoir un dossier médical à jour au domicile, on sait que ce n'est pas très facile. L'équipement, et tous les médecins qui font des visites savent que l'examen d'un patient au fond de son lit, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ce n'est pas quelque chose de très simple.
donc il n'y a pas que le divan d'examen. Et la régulation, parce que compte tenu du temps médecin disponible, la régulation est indispensable. Et nos secrétariats passent leur temps à faire de la régulation tous les jours pour savoir quelles sont ces visites justifiées. Dans les avantages, on a cité plein. L'amélioration de la gestion des médicaments, c'est évident, puisqu'on regarde la pharmacie familiale et on peut voir ce qui est consommé, ce qui ne l'est pas. Les hospitalisations évitables, j'en parle pas. Mobilité et transport, ça coule sous le centre. Et puis l'interdisciplinarité, je pense qu'aujourd'hui, l'élément essentiel, l'endroit essentiel, l'endroit où on fait le plus d'interdisciplinarité, d'interprofessionnalité, c'est au domicile du patient à l'occasion de la visite, parce que c'est là que le médecin généraliste traitant rencontre le plus souvent l'infirmière, voire le kiné, voire les aidants. Donc en 2012, on a inscrit une visite longue et complexe dans la Convention. C'était dans le cadre du plan Alzheimer. Je pense qu'on ne l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu le plan Alzheimer. Vous vous rappelez, Chirac, etc. Donc qui réduisait ce concept à la maladie neurodégénérative telles qu'elles sont énumérées, la visite du médecin traitant en présence des aidants naturels, et c'était une fois par an, et plus si évolution significative de l'état du patient. C'était assez restrictif. Le tarif était de 2V, 46 €, donc, plus l'AMD qui est à 10 €. À partir de novembre 2017, dans la nouvelle convention 2016, donc, on a introduit la visite longue, on a élargi le concept de la visite longue. Pas tant sur le cadre, qui reste une maladie neurodégénérative, et aujourd'hui, c'est quand même curieux qu'on puisse aller voir un malade qui a une maladie de Parkinson, mais qu'on ne puisse pas aller voir un malade qui a un AVC, avec un handicap évident. Par le médecin traitant, si possible en présence des aidants naturels, cette limitation à la présence des aidants a disparu, mais de toute façon, c'est des patients qui ont des aidants, jusqu'à 3 fois par an au lieu d'une, et avec un tarif qui est à 60 €, qui est l'acte clinique le mieux rémunéré aujourd'hui dans la Convention, quelle que soit la spécialité. Et pourtant, en 2016, on a fait 43 000 VL. Tu as donné le chiffre, hein, Serge. C'est 0,18% des visites. Alors c'est quand même voilà, quelque chose qui nous a frappés. Alors évidemment, il y a le fait que les gens n'ont pas l'habitude, le fait que ce n'est pas encore entré dans les mœurs, mais 0,18%, ça ne représente absolument pas nos patientèles, les gens qui ont besoin de nos visites à domicile. D'où la question de l'extension de cette VL. Avec le problème de l'extension, c'est-à-dire quel périmètre? Nous, on pense que la visite longue est complexe. La visite longue, la VL, c'est la visite justifiée habituelle du médecin traitant pour ses patients. Le médecin traitant ne fait plus de visite en dehors des patients qui ont besoin. Quand le médecin estime que la visite est préférable au transport du patient, parce qu'il y a les deux, on peut transporter le patient aussi dans certains cas. Et donc, logiquement, les conditions de prise en charge, elles doivent être calquées sur celles du transport du patient. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conditions légales qui déterminent dans quel cas on peut emmener le patient de son domicile à mon cabinet. Et dans ces cas-là, j'économise du temps médecin. Et c'est pris en charge par l'assurance maladie. Donc je vous les ai rappelés rapidement, pour que vous les ayez à l'œil, mais ça figure dans un arrêté. C'est un cadre qui est absolument légal, qui est fixé. C'est ALD, acte en rapport avec l'ALD, et un des items qui figure là, un au choix des items. Si on obtenait la prise en charge de la VL pour tous ces patients-là, tous les patients à qui on peut faire un bon de transport pour venir à notre cabinet, il reste au médecin traitant de décider si c'est mieux pour le patient que le patient soit amené au cabinet ou si c'est mieux que le médecin aille voir le patient à son domicile. C'est des conditions symétriques. Le coût est grosso modo équivalent. Il reste à déterminer le périmètre et à négocier auprès de l'assurance maladie pour obtenir ces conditions-là. Merci. Bien, on va vous donner la parole. Donc il y a un micro devant pour ceux qui souhaiteraient parler. Vous pouvez vous mettre en file pour prendre la parole, en file indienne, s'il y a beaucoup de demandes. Vous mettez les uns derrière les autres. Mathieu Vachon, je suis interne en médecine générale à Lille. Je voulais juste rebondir sur votre dernière remarque quand vous donniez le côté équivalent du déplacement du patient au cabinet en ambulance et de la visite longue. L'aller-retour en ambulance, on est quand même largement au-dessus des 60 €. J'ai peut-être mal compris cette phrase-là, du coup. Oui.
Oui, le coût restant, tu veux dire, mais ça dépend combien on en fait. Je veux dire, je pense que très souvent le médecin a pris l'habitude d'aller au domicile. Le coût global, je ne dis pas sur un acte individuel, sur un épisode de soins, mais globalement, on doit pouvoir contenir, on doit pouvoir faire en sorte que ce coût soit équilibré. Et je pense que dans ce que tu cites sur le prix du déplacement du patient, il faut noter que l'aller-retour suppose que l'ambulance parte et revienne. Ce qui n'est pas du tout obligatoire. On peut s'arranger dans les cabinets pour ménager des temps. Et je sais qu'il y a des expérimentations en cours dans certaines maisons médicales, par exemple, où on expérimente le fait qu'on transporte le patient, il est vu et il repart immédiatement. Et au point de vue du coût, ça diminue évidemment le coût, puisqu'il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a pas 2 allers-retours d'ambulance pour le même patient, pour la même consultation. Il suffit de se mettre au point. Un médecin isolé tout seul ne le peut pas dans son cabinet. Mais s'il y a 4 médecins et qu'il y en a un qui peut prendre ce patient-là, eh ben, le patient fait l'aller-retour, il est vu, il repart et le coût est réduit. Okay. Juste poser la question, est-ce que vous le faites en pratique de faire venir des patients au cabinet de médecine générale en transport? Alors, je crois que c'est une bonne question et c'est d'actualité parce que c'est très peu pratiqué aujourd'hui parce que les CEPAM interprètent la loi d'une façon asymétrique, en tout cas d'une façon qui n'est pas homogène sur le territoire. Et on a constaté que certaines caisses l'acceptent très facilement, et dans ces cas-là, les médecins s'organisent comme ça. Et il y a d'autres caisses qui refusent, ou qui contestent, ou qui envoient des papiers aux médecins. Et si tu sais comment ça se passe, tu reçois le courrier de la CEPAM qui dit « Ah, madame, vous avez fait un transport à votre cabinet, c'est pas possible, etc. » Tu ne refais pas 2 fois. Nous avons obtenu, et c'est très récent, puisque c'est date d'hier, la confirmation par l'assurance maladie que le droit est ouvert dans les conditions que j'ai citées là, quel que soit, du moment que le patient rentre de ce cadre-là, et du moment que le bon de transport est fait, enfin la prescription de transport, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je pense qu'une fois que les gens sauront que ça fonctionne, c'est une hypothèse, une technique qui mérite, à mon avis, d'être étudiée beaucoup plus. Je suis d'accord, pour l'instant, c'est assez anecdotique. Parce que ça se fait déjà pour les... Normalement, nous sommes considérés comme des spécialistes en médecine générale, mais les patients justement en ALD, à chaque fois qu'ils vont devoir aller voir le spécialiste... Tu penses bien que c'est aussi pour ça qu'on a insisté, parce qu'il n'y a aucune raison que le patient soit pris en charge, son transport soit pris en charge parce qu'il va aller voir, par exemple, un urologue à l'hôpital et qu'il ne soit pas pris en charge s'il vient me voir, moi, en tant que médecin traitant. Et donc, c'est cette symétrie qu'on a fait confirmer hier. Merci. Juste, la réflexion, elle doit être un peu prospective, parce qu'on voit bien que si la raison de la visite, ce n'est qu'un problème de transport, alors il faut régler le problème aussi avec les transports, quoi. Et avec cette remarque-là, qui est que vous voyez bien que dans bien des cas, lorsqu'on a besoin d'un autre spécialiste au chevet du malade, eux ne se déplacent pas, et que le malade trouve le moyen de se déplacer, il faut bien que, d'un point de vue prospectif, on règle ça, ce qui est différent de la nécessité, enfin, au fond, de la valeur ajoutée de faire la visite à domicile, ce qui est différent. Isabelle, on peut baisser le... Voilà, je baisse un peu le micro parce que... Bonjour, donc je m'appelle Isabelle, effectivement. Je suis... Pas trop bas quand même. Je suis debout, ça se voit pas. Voilà. Je suis médecin généraliste installé depuis bientôt 30 ans et tout à fait, je défends tout à fait la visite à domicile, en particulier parce que mes patients vieillissent comme moi et qu'il y en a un certain nombre qui sont venus au cabinet pendant longtemps et maintenant ils ne peuvent plus se déplacer. Mais je voulais rebondir sur 2 choses qui me paraissent peu évoquées dans les présentations. La première, c'est qu'il y a quand même un vrai souci au niveau de la qualité des soins. Ça a été évoqué dans la dernière intervention et... Donc la tenue du dossier, enfin il y a un certain nombre de choses, l'examen clinique que vous avez évoqué, moi j'ai déjà fait des examens gynécologiques sur le canapé du salon, donc voilà, je témoigne de la difficulté, donc en particulier dans le postpartum, je ne vois pas l'indication de la visite à domicile. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'était sur la coordination des soins, en particulier quand il y a d'autres médecins que le médecin traitant qui intervient. Personnellement, alors peut-être ce n'est pas le cas pour les autres, mais je suis très rarement destinataire d'un compte-rendu de visite et je trouve que c'est dommage. Voilà mes 2 questions. Juste une réaction sur ce que tu dis. C'est évident, enfin, moi je ne l'ai pas souligné parce que ça allait de soi, puis on l'a beaucoup développé. Je crois qu'une des raisons de la diminution des visites, c'est qu'on a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que la qualité des soins est moins bonne dans les visites à domicile globalement, parce que, comme tu as dit, Gilles, on n'a pas le dossier, même si maintenant un certain nombre de médecins ont la possibilité d'avoir
avec des tablettes ou autres, accès à leur dossier. Donc ça, c'est un élément qui change pour certains. Hein. Donc c'est vrai que ce qu'on disait sur le dossier peut évoluer, que les conditions de l'examen, mais c'est à double tranchant, parce que l'inverse est vrai, des fois les malades sont complètement déshabillés et on n'a pas à passer un quart d'heure à faire déshabiller les personnes âgées. Voilà, donc ça c'est sur ce point-là. Donc bien entendu qu'on a le sentiment qu'on est dans de bien meilleures conditions, parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on a passé 20 minutes à aller chez quelqu'un et qu'on sait qu'on va reprendre 20 minutes pour partir, on n'a pas la même concentration, il y a plein d'éléments qui jouent, on n'a pas obligatoirement toutes les adresses de nos correspondants à disposition, bien sûr, ou les papiers, les imprimés. Donc on sait, a priori, enfin c'est un constat, qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions. Voilà. Et donc, ça doit être une prestation qui est réservée à une typologie d'actes et pas à d'autres. Oui, pour compléter, concernant les médecins non traitants qui interviennent au chevet de patients, l'expérience des SOS médecins, c'était historiquement une visite, un compte-rendu. Donc, actuellement, on laisse la plupart du temps un compte-rendu au patient qu'il me remettra à son médecin traitant lors de la prochaine consultation. Mais on développe les systèmes, on a des logiciels métiers où on a des interfaces quand les gens sont inscrits, soit où on laissait l'ordre les inscrire sur les relais de leur adresse mail. Et puis maintenant, avec MS Santé, nos logiciels métiers vont pouvoir impacter les messageries sécurité de santé et justement diffuser des comptes rendus, un résumé de notre fiche appel, puisqu'on répond à l'arrêt de traçabilité, donc les motifs, l'examen clinique et la conclusion de nos médecins sont sécurisés, gardés, et on pourra transmettre ça effectivement à tous les médecins qui auront ouvert leur messagerie de santé sécurisée. Et là, on est en train de travailler sur l'interface et d'ici la fin de l'année, ce sera opérationnel. Alors, Henri Partouche, installé à Saint-Ouen. Je m'adresse à SOS Médecins, que je remercie pour son travail de permanence de soins et son travail avec Santé publique France, titre réseau Sentinelle, d'une certaine manière. Alors j'ai vu que vous étiez 1200 médecins, que vous y ayez à peu près 10% des visites, hein, si j'ai bien compris. Alors par rapport à la problématique de visite justifiée et visite injustifiée, est-ce que vous avez une régulation vis-à-vis des demandes injustifiées de visite? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Ou est-ce que vous acceptez toutes les visites? Et peut-être en complément de la question, est-ce que vous aviez une évaluation entre les appels pour urgence, c'est-à-dire le motif de l'appel et le résultat de consultation? C'est-à-dire qu'est-ce qui finalement relevait de l'urgence ou pas? Alors, première question, la réponse est dans les chiffres. 6 millions d'appels, 4 millions de dossiers ouverts, 800 000 conseils. Donc on a déjà sur 2 500 000 cas, non, un appel n'égale pas un acte. Donc oui, on répond à des questions, à des sollicitations, on fait du conseil téléphonique. Le statut de régulateur, je le rappelle pour nos auditeurs, j'allais dire, c'est que l'association de permanence de soins doit bénéficier d'une convention avec le 15, doit être interconnectée avec le centre de réception et de régulation des appels. Et cette convention doit être validée. Historiquement, c'était avec le préfet, et maintenant c'est avec l'ARS aussi, ce qu'ont toutes les associations SOS Médecins. Donc le statut de régulateur en permanence de soins est validé. Nos chiffres que l'on donne sont les chiffres qui remontent à Santé publique France et que Santé publique France pourrait sortir eux-mêmes, et ils savent qu'ils sont vrais. Donc quand on en arrive à faire 3 millions d'actes pour 6 millions de décrochés, eh ben, une fois sur deux, on traite l'appel autrement que par un acte, oui. Et bien sûr, pour répondre complètement, on a cette capacité qui est historique dans notre métier, puisqu'on existe depuis 1966, c'est de hiérarchiser en permanence nos fils d'appel. Et parce que justement, on sait s'adapter. Un patient peut être hiérarchisé et privilégié par rapport à un autre parce qu'on a un appel rentrant qui nous dit que l'état s'est modifié, ou le 15 sur notre ligne interconnectée chante la ligne de notre standard, notre centre d'appel, et nous dit tiens, priorisez cet appel. Donc oui, on va optimiser normalement nos hiérarchisations d'appels. Donc des appels vont attendre un peu, c'est vrai, mais les appels qui nécessitent une prise en charge rapide hors des délais de SMUR et de SAMU, on va les hiérarchiser et les mettre en premier.
Oui, c'est ça, c'est le temps d'attente qui fait la régulation, en fait. Le degré d'urgence qui fait le temps d'attente, plutôt. Et je voudrais juste préciser, Santé publique France et SOS Médecins France, c'est une entité de partenariat, c'est pas Sentinelle. C'est deux choses différentes. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bonjour, je suis interne. Du coup, j'ai qu'une petite expérience d'observation de la visite à domicile. J'ai une question qui est un peu simple et pratique. Moi, dans mes peurs face à la visite à domicile, une des principales, c'est la question des moyens qu'on a quand on est à domicile chez le patient. Par exemple, vous parliez du sondage de la rétention aiguë d'urine. J'avoue que ça me fait un peu rêver de me dire qu'on pourrait sonder les rétentions aiguës à la maison. Mais ça veut dire que vous avez les sondes et de quoi sonder en permanence dans vos mallettes Alors, il n'y a aucune prétention dans ce que je veux dire, mais si on n'était pas équipé de façon responsable, et même à la limite médico-légale, tout ce que je viens de raconter serait une ineptie. Le médecin d'SOS Médecins, effectivement, est amené à avoir des degrés d'urgence différents. Est amené à faire de la continuité des soins, du soin non programmé, de la médecine d'urgence non réanimatoire, qui parfois devient réanimatoire, et dans ce cas, on déclenche un renfort SAMU. Donc oui, on a des sondes à demeure, oui, on a des aiguilles, du sérum FI pour gonfler les ballons. Les indications de sonde, je pense que ce n'est pas le jour de ce cours, là, on n'est pas en neurologie, mais évidemment, les sondages, le premier sondage chez un homme de 50 ans en rétention aiguë, on ne le fera pas. C'est la norme, c'est comme ça. Par contre, s'il a déjà été sondé, s'il est sondé que ça s'est bouché, si tout ça, on fait. Oui. On a des saturomètres, on a des dextromètres, on a même des micro-CRP, on a fait une thèse là-dessus, des électrocardiogrammes, des échoscopes. On a fait beaucoup de choses. Évidemment, de la suture, de la nébulisation, enfin voilà, beaucoup d'outils complémentaires à l'examen clinique pur. D'accord. Et du coup, là, forcément, vous parlez du médecin de SOS Médecins et pas du médecin généraliste qui fait de la visite à domicile. J'imagine que le médecin généraliste est tout à fait capable de porter assistance à son patient, oui. Mais je suis pas inquiet. Peut-être que je sais pas, tu pourrais peut-être répondre, Gilles, mais il y a deux choses. Je pense que le médecin généraliste, s'il va en visite, il va identifier le problème. Bon, et donc, il va voir s'il faut ou pas sonder, s'il va revenir le faire, s'il va déléguer à une infirmière, s'il va envoyer à l'hôpital. Bon, ça, c'est une des choses. Après, je pense, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y a des médecins généralistes qui sont correspondants SAMU, qui sont en zone très isolée, qui sont très équipés localement, soit pour perfuser, soit pour intuber, qui interviennent vu le... Enfin, je ne sais pas s'il y en a, peut-être vous pouvez témoigner, parce que pour en rencontrer beaucoup, ils me le disent, qui sont là avant le SAMU, qui sont là en cas d'accident de voiture avant le SAMU, en cas d'accident de train. Voilà. Et ceux-là sont équipés comme il se doit, je crois. Ouais, je voudrais surtout rassurer notre confrère, notre consoeur. Il est en dehors des cas dont Serge vient de parler, la plupart des médecins qui font des visites, des médecins généralistes traitants qui font des visites, n'ont pas de sonde urinaire. En tout cas, je suis désolé, mais je n'ai pas de sonde urinaire dans ma sacoche. Pour des raisons que tu comprendras. Mais on a un énorme avantage, c'est qu'on connaît le patient. Et le fait de connaître le patient, tu sais d'emblée si ce problème peut se poser. Et donc, quand ce problème peut se poser, la prise en charge d'un transport paraît beaucoup plus justifiée qu'aller sonder un patient dans les conditions qu'on nous a racontées à propos de l'examen gynéco pour la patiente précédente. Tu vois, moi, je n'ai pas, et mes amis n'ont pas de sonde urinaire dans leur sacoche. Oui, non, mais on est bien clair. Hein, j'ai bien précisé le patient de 50 ans sur son premier prostatisme. Et j'ai cité les sondages dans les EHPAD, hein, où on a une technique et quelqu'un qui nous aide et des moyens d'hygiène, justement, qui sont adéquats. Après, déboucher des sondes à domicile chez des patients sondés chroniques, oui, ça nous arrive régulièrement. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Plus de fécalome qu'on met de sonde. Merci. Thierry Arnaud du Collège de la médecine générale et aussi de SOS Médecins Mulhouse. J'ai une question, Serge, par rapport à la présentation que tu nous as faite. Tu nous as parlé des chiffres de la visite à domicile en général. Est-ce que tu aurais plus précisément aussi des chiffres de ce qui concerne la journée de la permanence de soins? Parce que je crois qu'il y a quand même une problématique qui est différente en journée
que pendant la fermeture des cabinets médicaux? C'était ma première question. Et deuxième question, puisque je fais aussi de la régulation libérale, et tu le sais très bien, parce que je crois que tu en fais aussi, Serge, que dans certains cas, en tout cas certains ici dans la salle en font, dans certains cas, on voudrait préconiser une visite à domicile et on ne peut pas. Et donc là aussi, on est en carence de visite à domicile. Est-ce que tu as connaissance d'études qui peuvent aussi quantifier ces carences de visite à domicile pour finalement les rajouter à la courbe? Parce que cette courbe, elle descend. Est-ce qu'elle descend parce qu'il y a moins besoin, parce qu'on en fait moins, ou parce qu'il y a une carence de visite à domicile? Non, mais je trouve que tu poses une réelle question. On en parlait un peu en aparté avec Gilles. La question alors, les chiffres représentent toutes les visites qui ont été présentées au remboursement. Donc, qu'elles soient dans la journée, quand le médecin quitte le cabinet. Et c'est vrai que je l'ai mis sur une diapo et je ne l'ai pas dit oralement. Il y a à peu près 420 000 majorations d'urgence. Vous savez que la majoration d'urgence, c'est dès lors que le médecin quitte le cabinet pour faire une visite à un moment non programmé. Donc dans ce chiffre, il y en a 420 000, ce qui est probablement largement inférieur à la réalité sur les visites non programmées. Et là encore, d'expérience, je crois qu'il y a plein de médecins qui oublient de prendre la majoration d'urgence, comme pour l'instant ils oublient de prendre le MSH. Voilà. Donc la nomenclature le permet. Maintenant, ce que tu dis est une réalité. C'est en quoi les médecins sont capables, en plein après-midi, lorsqu'il y a un emploi, c'est ça la question que tu poses au fond, hein, c'est lorsqu'il y a un emploi du temps chargé, comment on peut se libérer pour aller faire une visite. Alors, je ne pense pas qu'on ait c'est probablement que ça serait des choses à identifier. Ça se fait, il y a des médecins qui le font, qui dégagent du temps, il y a des médecins qui le font le soir en quittant le cabinet, et on est nombreux à continuer à faire ça, à partir avec une visite de temps en temps, hein. Et puis, malheureusement, parfois, ce n'est pas possible parce que voilà, le malade est en détresse respiratoire au moment où la salle d'attente est pleine. Et bien entendu que c'est dans ces cas-là, je pense que le système d'SOS médecins, puisque c'était ça le sens de ta question, rend absolument service. Mais il y a aussi une autre donnée sur laquelle il faut insister, c'est qu'il y a des internes dans les cabinets. Et que j'espère qu'il y en aura dans plus de cabinets. Il y a aujourd'hui 8 à 9 000 mètres de stage. Le deuxième stage, le SASPAS, va être obligatoire pour l'ensemble des promotions. L'idée n'est pas d'utiliser la main-d'œuvre comme ça, mais on sait bien que ça rend des services. Et donc, il faut prévoir dans les maisons médicales, dans les cabinets de groupe, comme on a partout du temps, des trous pour les urgences, il faut probablement prévoir un temps pour de possibles visites. Et il faut prévoir que, et c'est déjà le cas, hein, là où il y a des internes, il peut y répondre en partie à cette demande. Mais je suis d'accord qu'on ne répond pas à toutes les demandes de ce type, mais aussi parfois, parce que les choses ne sont pas assez programmées, parce que si vous prenez l'exemple, par exemple, des hospitalisations à domicile ou des soins palliatifs, une des raisons qui fait qu'on demande aux généralistes de venir au dernier moment, c'est parce que souvent l'hôpital centralise les informations, centralise les résultats, et on appelle le généraliste au dernier moment quand on ne trouve plus personne à l'hôpital. Alors que d'expérience, lorsqu'on prend en charge des malades en soins palliatifs et en HAD, quand c'est nous qui coordonnons réellement, eh bien, on est moins confronté à ce type d'incident, de ne pas pouvoir répondre à cette demande un peu de soins non programmés. Et c'est encore une fois parce que l'hôpital nous délègue au dernier moment lorsque eux peuvent plus répondre à la demande. Et ça, c'est un problème de coordination des soins, de partenariat. Et cette question-là devrait aussi être soulevée avec eux. Je pense que c'est parce que c'est souvent dans ces circonstances-là qu'on est très ennuyé. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Non, juste pour l'histoire de la carence des visites, qui est un vrai souci, en tout cas une vraie préoccupation. Il faut savoir que l'activité des urgences est maximale aux heures d'ouverture des cabinets et pas aux heures de fermeture des cabinets. Les passages aux urgences, c'est essentiellement dans les heures d'ouverture du cabinet. Quand je ne pense pas qu'il y ait plus de visites justifiées, non effectuées, qui atterrissent aux urgences que de consultations non effectuées qui atterrissent aux urgences. Je ne crois pas. Je pense que justement, parce que le médecin généraliste traitant, il connaît ses patients, et la plupart du temps, en dehors des cas dont on a parlé d'urgence, la négociation du créneau fait partie du travail du médecin généraliste traitant. Mais par expérience, dans nos zones d'obédience, par exemple, beaucoup de médecins généralistes ne prennent plus que sur rendez-vous
avec des rendez-vous à 3-4 jours, ce qui empêche la vue des soins non programmés. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de trouver une coopération au niveau de la médecine générale pour répondre à cette demande. Mais tu as tout à fait raison. Et si on a voulu organiser cette table ronde, c'est bien entendu pour susciter la réflexion autour de la problématique de la visite, des collaborations nécessaires et aussi de la vision prospective à avoir pour la période qui vient. Nous sommes bien d'accord. Merci. Bonjour, Evelyne Séverin, je suis médecin généraliste dans la région rouennaise. Je voulais revenir sur votre conclusion où vous avez parlé des visites en fait, qui étaient faites parce que les patients n'avaient pas finalement de moyens de locomotion et vous avez marqué quelle solution pour l'interrogation. Et je voulais avoir votre avis là-dessus parce qu'effectivement, je travaille dans la maison de santé et à part mes anciens collègues qui, eux, font beaucoup plus de visites, mes jeunes confrères et consoeurs limitent énormément les visites, à tel point qu'une fois, j'ai trouvé une patiente qui ne savait pas où elle habitait devant la maison de santé. J'ai trouvé ça que c'était quand même... Enfin, je pense que la visite aurait été justifiée. Et j'ai des patients, effectivement, je vais à leur domicile parce qu'ils n'ont pas de voiture. Mais finalement, enfin... alors, s'ils n'ont pas de voiture, effectivement, la question, c'est est-ce que c'est à la sécurité sociale, assurance maladie de payer le transport parce qu'ils n'ont pas de voiture, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces patients-là? Est-ce que la visite, elle est justifiée ou pas? Je pense que mon voisin n'aura pas la même réponse que moi. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Je pense que ce n'est pas une visite justifiée au sens où on en a parlé. Je pense en tout cas que ce n'est pas une visite qui justifie une prise en charge par la collectivité parce qu'après, il va se poser la question du médicament. Il va se poser la question de l'assistance. Je veux dire, on ne peut pas traiter... le médecin serait la seule profession à aller à domicile. Je veux dire, tu vois, les pharmaciens se déplacent. Attends, les pharmaciens qui se déplacent sont quand même assez... c'est pas la majorité des pharmaciens, je veux dire comme ça. Non, mais moi, c'est pas une réponse polémique du tout. Au contraire, si on raisonne dans la globalité, on a très longtemps pensé la médecine au travers du patient et très peu au travers des médecins. Et aujourd'hui, on en paye le prix. C'est-à-dire que le patient, s'il veut être vu, il sera vu. Donc doit-on se poser plutôt une autre question qui est, est-ce qu'il faut réguler l'accès aux services d'urgence hospitaliers? Pourquoi, Patrick Pelot a expliqué l'autre jour, il y a 30 millions de passages aux urgences. Selon les études et les lignes d'âge, 70 à 80% des patients rentrent chez eux. Donc, le pourcentage, je crois, autour de 20% ont bénéficié d'un transport, qu'il soit ambulancier ou pompier. Donc effectivement, ce n'est pas forcément un coût de société que la société doit absorber d'aller voir cette dame à domicile parce que la visite n'est pas justifiée. Cependant, une visite de journée, c'est 35 €. Effectivement, on peut demander des examens complémentaires. Moi, ça m'arrive. Je les réoriente sur le médecin traitant qui va revoir le patient programmé avec une biologie, un résultat d'écho, et il fera les suites. Bon. Versus cette dame, elle veut voir un médecin. Alors, est-ce qu'on doit travailler, nous, médecins, là-dessus, et encore être victimisés parce que les gens veulent être vus? C'est à l'État aussi peut-être de se poser les bonnes questions. Donc, si elle veut voir un médecin, que vous ne lui donnez pas une solution, il y a 9 chances sur 10 qu'on la retrouve aux urgences. Et je rappelle, le coût, c'est pas moi, hein, c'est la Cour des comptes, les 6 premières heures, c'est 200 €. Alors, la société, là, va absorber ces 200 €, mais on se pose la question des 35 € en visite. Mais moi, je comprends le médecin traitant. C'est son cœur de métier à lui. Il est la clé de voûte du système de prise en charge des patients. Et nous, on est en complémentarité. Alors, on ne les voit pas dans les mêmes situations non plus. Juste compléter, quand je dis c'est pas justifié, c'est parce que je parle de cette visite-là. Hein. Mais aujourd'hui, c'est des visites, le médecin est libre et le patient est remboursé s'il fait sa visite et qu'il estime que les 10 € sont justifiés. Donc le problème ne se pose pas comme ça. Mais pendant qu'il va faire cette visite dite justifiée pour les raisons que tu évoques, est-ce que c'est vraiment son boulot de remplacer un transporteur? Et c'est ça la question, et à mon avis, qui revient ou reviendra au syndicat de poser, c'est que finalement, pour les patients, payer 10 € à un médecin pour un déplacement remboursé alors qu'un taxi ne sera pas remboursé dans ces situations-là. Donc il y a la question de qu'est-ce qui est socialement acceptable. C'est presque un débat de société par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des emplois qui permettraient que les gens se déplacent? Donc je veux dire, ça va au-delà, mais c'est à un moment donné de dire est-ce que les médecins acceptent de faire le taxi? Voilà, c'est aussi chaque docteur. Donc c'est toute la question quand je parlais des visites
qui sont indispensables et qui doivent concentrer l'activité des médecins versus les autres. Et donc peut-être, et quelque part, est-ce qu'on se déconsidère? Est-ce que le corps médical en général a accepté d'aller faire des visites dans des conditions où les gens pourraient se déplacer ou payer un déplacement? L'autre question, c'est les gens qui socialement ne peuvent pas payer le déplacement. Hein. Et là, je pense que c'est aussi une réflexion sur comment la société prend en charge dans ce cas-là le déplacement, hein, avec un niveau, un seuil de revenus, par exemple, qui fait qu'il y a un déplacement qui devrait être pris en charge. C'est aussi un débat, voilà, dans le cadre d'une protection sociale et collective, même si aujourd'hui on est en train de s'éloigner de ça, mais voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut poser les questions. Merci. À condition, dans ce cas-là, que tout le corps médical soit d'accord pour dire « je ne vais pas juste comme ça accepter de me déplacer parce que les gens ne font pas l'effort de venir. Hein. Et je concentre parce qu'on se plaint assez qu'on n'a pas assez de temps médecin, qu'on est pris par l'ensemble des tâches administratives et autres, pour ne pas accepter ça, et pour ne pas accepter qu'un pourcentage des médecins du pays, au moment où on manque tant de médecins, se consacre éventuellement à ça, ce qui pourrait être fait par des transporteurs. Valérie Janaudy, excuse-moi, généraliste à Paris. Moi, c'était juste une question par rapport à la revalorisation des visites avec le MSH. Alors, c'est très pratique comme question. Tout ce que je fais comme MSH est refusé par la Sécu. Donc, ils me renvoient la feuille en me disant c'est pas de tiers payant, déjà, alors que c'est des gens que je vois en tiers payant, des ALD, des visites justifiées. Voilà. Et pour l'instant, tout est à Paris. Je ne sais pas si dans les autres régions, c'est pareil, mais voilà, elles ne sont pas payées. Alors, c'est pas partout pareil. Et surtout, ce qui est important, c'est que le message que tu reçois, tiers payant non autorisé, est un message erroné de leur système informatique qu'on a identifié depuis longtemps. C'est le seul. Ils n'ont pas d'autres motifs de rejet, donc ils envoient ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire que le tiers payant n'est rien. Ça veut dire simplement que tu as pas. Enfin, l'assurance maladie considère que tu n'es pas dans les conditions d'application de la MSH. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est peut-être parce que les 2 mois sont écoulés, ils sont calculés de date à date, c'est très précis. Non. Parce que le patient n'est pas en ALD, parce que tu n'es pas le médecin traitant. Attends. Non. Excuse-moi. Ne réponds pas non, mais donne-moi ton papier de refus, parce que c'est ce genre de cas qui m'intéresse, parce que c'est évidemment ça qu'on doit analyser pour savoir pourquoi. Il n'y a pas de raison, les MSH, elles doivent être remboursées, du moment que les cases sont cochées, il n'y a pas de souci. Donc il faut que tu m'envoies ce document. D'accord. Ok, merci. Bonjour, Marc Postelvinet, je suis un tout jeune généraliste, j'ai terminé mon internat il y a quelques mois, et je suis directeur général délégué de DocAdom, un nouveau service de médecine à domicile. Et on a beaucoup parlé d'économie, de coûts. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est redonner une place au DE qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein, par exemple, en journée, quand la consultation n'est pas justifiée, on encourage les médecins qui utilisent le système à faire VG plus DE, pas VG plus MD plus DE, comme on peut le voir parfois, ce qui n'a entre nous aucun sens, puisque si on marque MD, on ne peut pas avoir DE derrière. Voilà, ça c'est une première chose. On entend beaucoup dire, et le professeur Gilbert, pardon. Tiens, parle un peu plus fort. Et le professeur Gilbert l'a dit il y a encore quelques minutes, qu'il y avait malheureusement une carence de médecins. Le problème, c'est qu'on s'appuie sur des chiffres, et on peut faire dire beaucoup de choses à des chiffres, on s'appuie sur les médecins qu'on dit en activité. Et j'invite tout le monde à aller lire la définition d'un médecin en activité. C'est un médecin qui est installé dans un lieu, etc., avec une installation aux yeux de l'ordre. Or, ça met de côté tous les médecins qui sont thésés, non installés. Et en fait, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, il y a plus de médecins généralistes qui sortent des bancs de la fac, de médecins strictement généralistes, que de médecins en totalité dans les années 80 qui sortaient des bancs de l'école de médecine, dû au numerus clausus qu'on a réaugmenté au milieu des années 2000. Or, aujourd'hui, la question que je pose, puisqu'on sait qu'on a fait la démonstration d'une consultation aux urgences à 200 € versus 35 € à domicile quand c'est justifié, on a vu qu'il y avait une carence d'offres. On a vu que probablement la diminution du nombre de visites à domicile était due en partie à une diminution des médecins qui, du coup, allaient faire ces visites à domicile. Est-ce que par hasard, comme ça se fait chez SOS Médecins et chez d'autres organismes, on ne pourrait pas dire qu'un médecin qui est thésé, qui a fini son cursus, peut être remplaçant, mais en exercice en même temps qu'un médecin domicilié, et non pas conditionner le fait qu'il aille faire des visites à domicile, à condition que le médecin qu'il remplace
ne soit pas en exercice à son cabinet, c'est-à-dire autoriser une double activité quelque part. Parce qu'il y a un moment où il faut quand même avoir une cohérence dans le discours, et que si on veut que les visites à domicile soient faites, si on attache un médecin à un autre qui est en cabinet, et que ce médecin qui va faire les visites à domicile ne va voir que les patients qui demandent des visites à domicile, mais d'un médecin qui est au cabinet, à ce moment-là, il devient une sorte de double médecin traitant du médecin qui est en cabinet, mais il répond également aux demandes du médecin des patients qui sont à leur domicile. Donc est-ce que par hasard le Collège de la médecine générale ne pourrait pas appuyer là-dessus, puisque ça se fait aujourd'hui dans d'autres organismes? Je vais commencer par répondre. Alors, j'entends qu'une chose, moi, VG plus DE. Donc SOS Médecins, c'est conventionné secteur 1, tarif opposable. Tu m'expliqueras comment tu soignes quelqu'un avec un VG plus DE qui est la CMU ou une aide médicale d'État. Donc en fait, tu es générateur de médecine à 2 vitesses. Accoler un prestataire de Docadom à un médecin traitant installé en cabinet qui a une pertinence de suivi de patientèle pour lui faire les visites qui seraient faites, me semble, moi, pas pertinent. Le système SOS Médecins n'est pas celui que tu décris. On a des logiciels métiers, on répond à l'arrêt traçabilité, on peut donner les motifs, les diagnostics, ce que Docadom ne fait pas. On peut donner également toutes les données épidémiologiques que nous transmettons à Santé publique France. Et je pense qu'on ne parle absolument pas de la même chose quand on parle d'applications de métiers qui sont une mise en relation d'un patient par un clic avec un médecin par un autre clic. Et quand on parle de structures qui existent depuis plus de 50 ans, que sont nos associations. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a dit là, depuis le début, quand on fait des visites à domicile, globalement, on ne travaille pas dans les mêmes conditions et probablement que la qualité est moins bonne. On a parlé de l'absence de dossier en particulier. Deuxièmement, arriver à domicile chez des gens qu'on ne connaît pas, grande différence avec ceux qu'on connaît, et on a compris qu'il fallait y aller ou pas y aller parce qu'on les connaît, qu'on peut réguler, il faut une grande compétence médicale pour évaluer la problématique. Et d'ailleurs, on sait très bien, et nous on a le retour, moi je suis installé, j'ose pas vous dire depuis quand, et je sais très bien quand les patients sont vus et vont à l'hôpital et si ça avait été moi qu'ils n'y auraient pas été. Et effectivement, le risque de ces remplaçants dont tu parles, c'est que ce soit des médecins moins expérimentés, qui ont moins cette approche globale et moins cette capacité à évaluer la prise de risque à le laisser à la maison ou pas le laisser à la maison. Et que dans ce que tu disais, effectivement, une partie de vos urgences qui restent à la maison, le risque, c'est effectivement qu'une très grande partie se retrouve à l'hôpital. Et troisièmement, c'est à nouveau induire un besoin. Parce que, au fond, ce qui procède d'une offre commerciale, et c'est le problème du commerce, ça s'appelle l'offre et la demande. On crée une offre qui fait qu'il y a une demande. Et ce n'est pas une demande, on ne répond pas à une demande. C'est on crée de l'offre pour avoir une demande. Donc ça veut dire qu'on va engendrer le fait qu'effectivement, il y a un confort à ne pas se déplacer, à ne pas attendre, comme on peut aujourd'hui se faire livrer des repas à toute heure, de toutes sortes, ce qui évite de se déplacer et de faire la queue. Voilà. Donc et ça, pour moi, c'est pas de la médecine. C'est pas de la médecine et ça répond pas à un besoin de santé publique. Qui est, et je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été faite, une complémentarité nécessaire pour répondre aux demandes non programmées de visite à des heures de consultation et qu'il faut qu'il y ait des systèmes complémentaires avec des médecins formés à l'urgence, avec ce que SOS, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, quand vous avez créé le frontal, qui étaient des médecins qui est équipés, qui sont adaptés aux urgences, requis par le SAMU, qui sont capables d'aller avant le SAMU éventuellement, à la place du SAMU. Ça a du sens. Mais laisser se balader, entre guillemets, des remplaçants qui répondent à une offre qu'on a créée, qu'on a mise sur le marché pour des raisons commerciales, moi je pense que c'est dangereux. Et qu'en plus, à un moment où la démographie médicale fait qu'on a besoin que les médecins s'installent, renforcent partout dans le territoire, intègrent des maisons de santé, je dis que ça va à l'encontre des besoins de santé publique. Donc c'est pour ça que je réponds un peu avec véhémence à cette intervention.
Je complète, parce que Serge a fait une bonne défense, et puis je note avec satisfaction que SOS Médecins défend le rôle du médecin traitant, donc ça me va très bien. Je dis simplement, le marché de la santé n'est pas un marché comme les autres. Et puis, pour terminer, mais c'est pas une attaque en règle, c'est de la passion et de la conviction, et je pense qu'on est tous les trois dans des explorations différentes de la santé, de la médecine non programmée, de la médecine traitante. Pour faire du SOS médecin, comme il a été dit, on répond à la loi. 64% des horaires lissés sur une semaine, c'est de la permanence de soins. La PDSA, la permanence de soins ambulatoire, répond à un cahier des charges. Les structures sont implantées dans le cahier des charges. Leurs numéros, tels que l'article 75 de la loi le prévoit, sont notifiés dans les cahiers des charges de permanence de soins de toutes les régions de France. Nos standards nos centres d'appel sont interconnectés avec le CRA afin d'optimiser la prise en charge urgente des patients. Ce n'est pas le cas de ce type de structure dont on vient de parler. Alors, Laurent Lemaire, médecin généraliste dans le Hauts-de-France. Moi non plus, je ne dirai pas depuis combien d'années je suis installé. J'exerce encore à temps plein. Alors moi, je voulais faire 2 remarques. Premièrement, au niveau des chiffres que tu as donnés, il faut arrêter de parler des urgences, mais du service de porte. 2006, 19 000, c'est pas les chiffres qu'a donné Patrick Pellou. En 2006, j'ai vérifié, 19 millions de passages au service de porte, dont, enfin ça va l'importance, 19 millions, 3 millions de justifiés, 16 millions. Tu viens de le dire, coût d'un passage entre 200 et plutôt 250 euros. Coût de ça, c'est 4 milliards. J'estime que cet argent pourrait être donné pour revaloriser la médecine de ville. Alors ça, on n'arrête pas de le répéter. Au niveau du syndicat, de mon syndicat, je ne citerai pas le nom, je ne suis pas là pour faire de la publicité. Deuxièmement, une remarque. Moi, j'ai connu la période où, quand je faisais de la garde, à l'époque, on ne parlait pas de PDSA, de garde. Ça m'est arrivé chez des patients connus de soigner des OAP à domicile, je dis bien, de faire des sondages à domicile. À l'époque, on faisait ça. Et je regrette que maintenant, quand j'ai un patient asthmatique que je connais bien, que je vois régulièrement, je n'ai pas, par exemple, de Bricanil disponible en ville. Alors, quand va-t-on nous donner les moyens de travailler en ville correctement ? Il y a une demande en cours sur l'accès à certaines médications, mais effectivement, on a perdu tout un tas de médicaments. Je ne veux pas défendre l'assurance maladie, ce n'est pas mon travail, hein. Mais dans cette limitation de prescription des aérosols dont tu parles, qui est une vérité qui est inadmissible, le problème, il vient du laboratoire. Parce que le laboratoire fixe un prix, enfin le prix est fixé par compte tenu des données du laboratoire sur le nombre de boîtes délivrées. Et donc, il dit, mon produit, il sera utilisé que chez machin, que chez truc, et avec des conditions tellement spécifiques qu'on dit, on va vendre 10 000 boîtes, donc on peut le mettre très haut. Et puis ensuite, et c'est le travail du laboratoire qu'on connaît bien sur plein d'autres marchés, après on élargit la gamme des prescriptions, enfin des indications, et du coup, le volume augmente, et l'assurance maladie, logiquement, ne peut plus laisser le même prix, mais elle ne peut pas le réduire non plus. Donc, le problème que tu poses est un vrai problème dont nous nous plaignons, mais qui est lié à la méthode de fixation du prix en France. On va peut-être prendre une dernière intervention, vu l'heure. Oui, alors je voulais parler de plusieurs choses. Première chose, en fait, donc moi je suis installé depuis pas très longtemps et j'ai pu aller remplacer en fait à la Réunion. Et à la Réunion, en fait, les médecins, on va dire que, bon après je connais pas exactement les chiffres, mais en tout cas ne font pas de visite. Et ce qui fait que on voyait que la famille des patients apportait beaucoup plus les patients âgés au cabinet. Et donc ça fait réaliser aussi que la difficulté à se déplacer, des fois elle n'est pas juste physique, mais c'est qu'il n'y a pas l'entourage autour qui va amener le patient au cabinet du médecin. Donc ça c'était intéressant. Deuxième chose... Juste oui. Sur ce point, ce que tu dis est tout à fait juste. Et quand des fois on est un peu ferme avec les familles qui amènent les patients chez les spécialistes à l'hôpital et qu'on insiste en disant peut-être vous organisez pour l'un de nos cabinets, des fois ils le font, hein. Donc c'est aussi dans le positionnement du médecin, la façon dont on conçoit ce qu'on doit faire. Et donc c'est une remarque importante qui peut être reproductible ailleurs. Et du coup, donc je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'histoire de complémentarité, où en effet, je trouve que ça serait peut-être intéressant en effet, que le médecin traitant travaille en complémentarité avec, par exemple, des structures comme SOS Médecins, pour, tout en faisant toujours... Enfin, moi, je sais que je fais des visites non programmées, mais en effet, quand on a la salle d'attente qui est pleine, une visite où c'est pas
parce qu'il y a aussi le 15, quand c'est une urgence vitale. Bon, ben là, on dit, le mec, il dit qu'il a une douleur thoracique, on lui dit d'appeler le 15. Mais il y a des urgences ressenties où les personnes ont besoin qu'il y ait un passage rapide. Et dans ce cas-là, en tout cas, c'est pas confortable de quitter les consultations avec une salle d'attente pleine. Et donc, voilà, à prévoir à domicile aussi de laisser un dossier médical pour que le médecin qui intervienne comme SOS médecin ait des informations pour pouvoir travailler correctement. À ce moment-là, peut-être qu'il laisse aussi un message pour le médecin pour donner les données de son passage. Bon. Et ça me fait aussi penser, par rapport à ce que vous disiez, SOS médecins, ils sont présents que sur les grandes agglomérations. Donc ça pose aussi le problème de la démographie médicale, c'est-à-dire que pour les gens qui veulent s'installer, SOS médecins, c'est dans les grandes villes. Et donc dernière chose, en fait, moi je fais des visites comme médecin mobile. Médecin mobile, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, je viens de Toulouse. Et à ce moment-là, en fait, c'est des visites qui sont régulées par le 15. Et donc ça serait peut-être intéressant, ça colle aussi un petit peu avec SOS médecins sur ce rôle-là. Non mais bon, juste une phrase. La complémentarité, c'est quelque chose que nous défendons, que nous revendiquons. Là, c'est plus le sujet, mais du reste, on aimerait avoir le brise-glace sur le DMP des patients qui va bientôt être mis en œuvre pour optimiser aussi l'information auprès des médecins traitants et une meilleure prise en charge des patients. Mais bien sûr que c'est une complémentarité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat à ce sujet. Il n'y a pas de débat sur la complémentarité, mais je voudrais quand même dire la principale complémentarité, elle se passe dans le cabinet, au sein des équipes. Et si ce problème que tu signales, c'est le médecin qui est tout seul ou quand ils sont 2, quand ils sont 3, quand ils sont 4, ils arrivent à gérer ça. Et la première complémentarité, elle doit être au sein de l'équipe. Et puis bon, éventuellement, quand il y a un SOS, chez moi, il n'y a pas. Donc en gros, le message, c'est la visite, ça reste important en médecine générale. Il faut s'organiser pour pouvoir en faire. Et justement, dans les structures de groupe, peut-être le penser comme une des tâches avec éventuellement des permanences, que ça doit être rémunéré, qu'il faut utiliser la nomenclature actuelle, et puis qu'on espère que les syndicats vont obtenir une nomenclature encore plus adaptée, que c'est probablement un discours à tenir à la ministre quand elle viendra samedi, qu'il ne peut pas y avoir de tournant ambulatoire si on ne valorise pas la visite. Voilà, merci, bonne soirée. Moi, je pense que c'était bien de remettre la liste sur le papier. On a oui. Elle m'a envoyé un texto. Je l'ai rappelé au Saint-Jean. Oui, elle m'a dit qu'elle t'avait vu. Voilà. Depuis des années, c'est un peu frustrant. Même si c'est une mission de choix, il y a une lueur d'espoir à un moment, c'est plutôt bien. C'est pas mal. Ça t'a ensoleillé une demi-journée.